Amis auditeurs, bienvenue. Vous êtes sur Afro Panorama et vous écoutez Entrevue. Entrevue, production et présentation, Mawadi Mpembi. Nous nous entretenons aujourd'hui avec Bénédicte Koumbi, historienne, enseignante, activiste des droits de l'homme et coordinatrice de l'ONG d'action civique et écologique, Likambo Yamabele. Dans cette émission, Bénédicte Koumbi réagit face aux propos de Donald Trump sur l'Afrique, Salvador et Haïti, à la campagne publicitaire de H&M mettant en scène un jeune noir portant un sweat à capuche sur lequel était marquée la phrase suivante « Le singe le plus cool de la jungle » et à la question du racisme anti-noir en général. Le 7 janvier dernier, sur Twitter, Madame Yeboah faisait remarquer qu'une campagne publicitaire de H&M mettait en scène un enfant noir habillé d'un sweat à capuche sur lequel il était marqué « Le singe le plus cool de la jungle ». Son tweet a été répercuté plusieurs fois et a créé l'émoi. Et H&M a fini par présenter des excuses. Quelques jours après, le 12 janvier, alors que le président Trump recevait des sénateurs à la Maison-Blanche, parlant d'Haïti, de Salvador et de l'Afrique, il a traité ces pays, je cite, pays de merde. C'est vrai qu'on est habitué à entendre Trump dire des énormités, mais là, il a tenu des propos suffisamment offensants pour que finalement tous les ambassadeurs de l'Afrique aux Nations Unies se réunissent et au bout de 4 heures demandent des excuses officielles. Alors, la Maison-Blanche a plus ou moins démenti les propos en disant que le propos était dur, mais ce n'était pas le terme utilisé. Cependant, l'indignation a fait le tour du monde et les gens sont en train de demander des excuses des États-Unis qui, à ma connaissance, jusqu'en ce moment où nous parlons, ne sont pas encore venus. Je vous demande de réagir par rapport à cette actualité parce que sur votre page Facebook, vous avez posté une réaction indignée et je vais lire les premières lignes. Vous l'avez intitulé « Quand on a intériorisé sa propre objectivation ». Et vous écrivez « Trump a raison », entre guillemets, voilà la phrase cathartique de certains Congolais ces derniers jours. Il est dommage que ces personnes n'ajoutent pas à ceci que cette phrase dite comme un acte de bravoure résulte du fait qu'elles ont au fond admis que l'homme blanc était supérieur à eux. Vous développez l'idée selon laquelle, pour la pensée occidentale depuis Platon, l'idée est la seule forme d'accès à la connaissance et que pour atteindre cette connaissance, il s'agit d'objectiver l'univers et partant, certains individus qui, selon ce point de vue, n'auraient pas cette capacité. La première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez réagi de manière aussi ferme? Parce que
je voyais beaucoup de posts sur Facebook qui, en fait, soutenaient les propos de Donald Trump. Ces propos, comme je l'ai mis dans mon texte, disaient que Trump a raison. Pour moi, il s'agissait quand même de faire en sorte d'essayer de réfléchir cette question, qui, d'une certaine manière, je peux comprendre pour les Africains qui vivent et que nous vivons par famille interposée des difficultés que sont les nôtres par rapport à nos dirigeants, par rapport à l'état lamentable dans lequel sont nos pays, mais tout en comprenant tout ça, il me semblait inacceptable de la part des Africains d'accepter cette parole, qui est une parole euh, insultante et qui est le reflet, au fond, de racisme, qui est à la base dans les constructions des sociétés occidentales. Elle n'a rien d'un révélateur qui voudrait attirer l'attention du monde sur ce qui se passe en Afrique. Elle n'est que mépris des individus qui habitent ces espaces-là, comme ceux qui habitent Haïti ou encore les pays de l'Amérique latine. Et surtout, ce sont des propos qui sont tenus par un homme dont les gouvernements, je veux dire le pays depuis des décennies sont en train de faire des guerres autour de la Terre parce qu'ils se sentent des êtres effectivement supérieurs pour eux par rapport aux autres et qui leur donnent le droit de vie et de mort sur les individus que nous sommes. Donc il me semblait important de pouvoir réagir par rapport à ça. Je vais vous lire là une réaction d'une africaine, une internaute, qui semble accepter cette appellation. Donc je la lis une extenso. Pays de merde. Oui, pays de merde, parce que dirigeant de merde et mentalité de merde. Je n'ai pas attendu Trump pour le penser ou le dire. D'où remise en question s'impose. Arrêtez le pleurnicherie et le victimisme. Que faut-il changer en nous avant de penser à changer quoi que ce soit chez les autres? L'introspection est un aspect d'une intelligence émotionnelle supérieure. Le victimisme constant et perpétuel en est le contraire et ne pousse pas au progrès, n'en déplaise aux victimes éternelles. Voilà, ça ce sont ses propos et à lire, la première chose qu'on voit, c'est qu'elle dit, en gros, ces pays africains méritent qu'on les traite comme tels. C'est pour moi le grand problème justement parce que d'un côté nous voulons être respectés dans ce monde, mais en même temps nous sommes en train de dire au monde que nous ne méritons pas ce respect-là du fait que effectivement nous habitons des espaces de merde. Et de nouveau, moi j'aimerais quand même que l'on puisse réfléchir vraiment à la question de la merde, puisque c'est ce dont il est question ici. C'est quand même un point intéressant parce que je veux dire par rapport à ce qui est rapporté de ce qu'aurait dit Monsieur Trump, il n'a pas choisi un autre mot, mais il a parlé de merde. Et la merde, je veux dire, qu'est-ce qu'on en fait de la merde? On s'en débarrasse. Et donc ça veut dire que quelque part, nous en tant qu'Africains, nous pouvons, on peut justement nous faire subir toutes les choses possibles et inimaginables sur cette terre et on peut donc nous éliminer, on peut se débarrasser de nous. Et nous, en contrepartie, nous prenons ça comme au fond une forme de réveil des consciences en affirmant que nous sommes conscients, réveillés et que nous reconnaissons nous-mêmes que nous sommes cette merde-là. Parce que il faut pas, je veux dire, il faut faire très attention. Parce que moi, je vois bien ce qui est entendu par les Africains. Ce qu'ils voient dans ce qu'a dit Trump, c'est le fait que pour eux, en fait, il indexerait les présidents, les dirigeants de ces personnes qui font de ces pays justement des pays de merde. Mais j'aimerais quand même rappeler que dans ces propos, il y a quand même cette chose qui a été dite, c'est que nous voudrions avoir plus de population norvégienne que ces populations-là. Donc, en réalité, lorsque Trump parle, il ne parle pas seulement des dirigeants. Il parle de l'ensemble de ces Africains. Donc, qu'est-ce que l'on veut à la fin? On veut effectivement ne pas être respecté parce que cela correspondrait à la réalité, disons, ou à une vérité qui serait, au fond, distribuée par quelqu'un
dont la construction mentale est basée sur une vision racialisée du monde, sur une vision méprisante de certains individus dans ce monde. Moi, il me semble que nous pouvons dire à Monsieur Trump ou à tout ça, c'est que oui, nous n'avons pas attendu. Nous n'avons pas attendu qu'il dise ce genre de choses pour savoir exactement ce que nous vivons. Mais par contre, nous lui dénions à lui le droit de dire ce genre de choses parce que il fait partie du problème. Parce que si les gouvernements successifs aux États-Unis n'avaient pas soutenu, armé et puis avaient favorisé des élections frauduleuses dans nos pays, nous n'aurions peut-être pas justement des pays de merde. Nous n'aurions pas des dirigeants de merde. Et je crois que c'est là la chose à dire. Ce n'est pas. Et d'ailleurs, je pense que, par exemple, quand je vois certains Haïtiens réagir, hein, que ce soit à la télévision américaine ou à l'écrit, eux, ils ne se sont pas trompés dans cette histoire. Ils ont bien vu que s'il s'agissait de racisme avant tout. Et c'est de ça que nous devons parler. C'est du racisme. Parce que oui, l'introspection, elle est nécessaire. Mais l'introspection, elle ne peut pas se faire sur des bases qui sont fausses. Elle ne peut pas se faire si nous ne comprenons pas le genre d'agression que nous subissons en face. Il n'y a aucun problème sur cette terre qui peut être résolu si on n'en comprend pas les prémices. Je suis désolée. On peut dire ce que l'on veut, on ne pourra pas y répondre de manière adéquate. Et ce n'est pas en faisant les braves, en se disant que oui, effectivement, nous acceptons cela parce que nous trouvons que c'est vrai. Je ne connais pas des pays en guerre, par exemple, qui publiquement disent d'une manière ou d'une autre que leur ennemi, en fait, a raison. Et le problème que moi je vois là-dedans, c'est qu'effectivement, en réalité, nous ne considérons pas les États-Unis comme étant l'adversaire que nous avons. Et ça prouve que nous n'avons pas une lecture, pour moi en tous les cas, qui pourrait être certainement contredite par d'autres personnes, et c'est leur droit le plus total. Nous n'avons pas une lecture, pour moi, adéquate de ce que nous sommes en train de vivre. Ce qui est aussi intéressant dans ces propos, c'est que la personne commence son discours ou ses écrits en disant je n'ai pas attendu Trump pour le dire. En fait, ce que moi je lis ou que je comprends, c'est que pour elle déjà, avant même que Trump ne l'ait dit, elle conceptualisait et concevait qu'on était de pays de merde. Et je crois que ça, c'est quelque chose pour moi qui est effectivement un double tranchant, parce que le fait est effectivement de reconnaître l'action négative que peuvent avoir nos dirigeants dans nos pays. Reconnaître la chose et puis en réalité réfléchir les choses aussi. Parce que ça pour moi c'est quelque chose de différent. Mais effectivement s'il y a cette idée derrière qui est intériorisée, que nous sommes déjà de la merde, là c'est problématique effectivement. Parce que ça veut dire que moi, je me demande comment une merde fait pour se penser. Hein. Parce que si on appelle à l'introspection, moi j'aimerais bien savoir comment une merde se réfléchit. En dehors de la merde, je ne sais pas, je ne vois pas. Donc, ça me pose effectivement un problème lorsque j'y pense, parce que pour moi, de la merde, il ne peut sortir que de la merde. Donc, qu'est-ce qu'on est en train effectivement, de réellement dire là quand on dit ça? Et je pense que comme on dit, de pouvoir se dire, oui, nous avons réfléchi notre situation, nous avons pensé notre situation, et nous voyons l'action négative que font ces personnes dans nos pays. Et en même temps, est-ce que ces gens sont vraiment représentatifs de toute une mémoire africaine? Est-ce que depuis quand sommes-nous de la merde? Avons-nous toujours été de la merde? Ça, c'est des questions qu'il faudrait essayer de poser par rapport à tout ça. Parce que, je ne pense pas que nous, peuples africains dans l'ensemble, nous sommes à l'image de nos dirigeants. Je pense que dans toutes nos sociétés, il y a des personnes extrêmement dignes, des personnes, et je pense pour le Congo en particulier, qui résistent et qui luttent alors que, je veux dire, ils sont abandonnés du monde. Il n'y a personne qui se trouve aujourd'hui aux côtés des Congolais. Et voilà un peuple digne, et nous devrions accepter que ce peuple, qui a avec autant de souffrance,
soit traité de merde. Moi, je le refuse catégoriquement. Et je peux pas concevoir ces choses en disant oui, je n'ai pas attendu Trump pour le dire. Moi, je n'ai pas attendu Trump pour dire que nous avons des dirigeants qui sont néfastes à notre pays. Je n'ai pas attendu Trump pour dire que ces présidents, ces dirigeants néfastes sont armés, soutenus par des administrations comme la sienne pour pouvoir assassiner et éradiquer au fond de la surface de la Terre des Congolais ou des Africains. Ça, c'est ce que moi j'ai pas attendu. Et en fait, dans ces propos, il y a finalement une confusion entre les reproches qu'on peut faire à des dirigeants et les reproches qu'on peut faire à toute une frange de l'humanité, celle qui habite en Afrique ou celle qui habite à Haïti, au Salvador. Mais je crois justement que c'est cette confusion-là oui. et que c'est ça que nous devons, je veux dire, réfléchir et que de nouveau, je veux dire, mais pourquoi nous devrions donner le droit justement à ce monsieur Trump de pouvoir cataloguer de cette manière des peuples entiers. Pour moi, voilà. Et puis après la question des dirigeants, je veux dire, il peut retourner pour lui-même cette question de merde parce qu'il en a aussi une puisqu'il soutient ces merdes. Donc il fait partie de tout ça. Hein. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'en réalité, les Africains, pour ceux qui en tout cas se disent être, comment dire, conscients du fait que leurs espaces sont des merdes, c'est qu'ils ne voient pas la merde qu'il y a chez Monsieur Trump, dans son pays aussi, et puis que lui-même fait partie de ce problème de déjection. Je vais vous lire une autre réaction et cette fois-ci en rapport avec la firme H&M. Alors je lis: l'être humain dans son arrogance et manque d'humilité trouve insultant d'être comparé à un chimpanzé ou à un porc. Qui de ces braves bêtes et nous sont les plus nuisibles à la planète? Si on demanda à ces braves primates et porcs leurs avis pour voir qu'est-ce que ça leur fait d'être autant insultés. Bon, le problème, c'est que ça pourrait être drôle dans un autre cadre, mais la question qui se pose par rapport à tout ça, c'est de nouveau, pour moi, c'est la question du lieu d'où on parle. Et on parle de quoi, effectivement? Parce que quand H&M utilise comment dire, cette photo avec ce sweatshirt et cet enfant noir, ben, il s'inscrit dans une histoire particulière qui est démontrable, qui est vérifiable, si tant est qu'on puisse ouvrir 2 ou 3 livres. Et la pensée qui est là, c'est une pensée qui a animalisé l'homme noir pour pouvoir mieux l'assujettir. On ne peut pas, d'une certaine façon, c'est intéressant cette histoire d'H&M parce que justement, le fait est que le noir avant pouvait être vendu, on appelait le bois noir, ce genre de choses, pouvait être vendu. Aujourd'hui, la symbolique reste parce que on ne peut pas vendre un être humain parce que aujourd'hui il y a l'abolition de l'esclavage qui est passée par là. On s'est dit que bon, peut-être que on va plus tellement parler de Darwin et puis de ses théories par rapport à l'évolution humaine non plus. On a des lois sur la question de la dignité humaine et ce genre de choses qui ne permettent plus en tout cas officiellement, de vendre l'humain. Et alors, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on va animaliser d'une certaine façon la personne pour que on puisse être dans cette perpétuation au fond de la vente. C'est le petit, d'ailleurs, le petit blond, lui, qui portait le sweatshirt, qui était l'expert en survie. Lui, il est pas vendable. Il est pas vendable parce que, voilà, il a une connaissance qui est là. Il a une connaissance qui est là. Et cette connaissance, elle lui permet effectivement de pouvoir se partir. Or, l'autre, il est juste objet. Il est objet. Et il est objet parce que, d'une certaine manière, le noir a été objet. Donc, du coup, l'acte d'H&M, c'est quelque chose qui relève d'une vision du monde particulière, qui est celle des Européens. Et quand j'entends Européens, j'englobe aussi les Américains là-dedans. Et donc, c'est de ça que l'on parle là. C'est de cette vision du monde, de cette marchandisation de l'être humain.
et le fait que nous, Africains, nous avons été animalisés. Et j'aimerais quand même rappeler, parce que peut-être que c'est des choses que les gens ont quand même plus en mémoire, ou peut-être comprennent mieux, je ne sais pas, c'est que par exemple, dans le cas de l'Allemagne nazie, pour pouvoir tuer des juifs, on les a comparés à des rats. On les a comparés à des rats. Il y a toujours ce mouvement, au fond, de l'animalisation de l'autre, qui est fait pour pouvoir justement en faire n'importe quoi, ou avoir un discours sur lui qui est du n'importe quoi aussi. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire à chaque fois de pouvoir parler des lieux, d'où les gens sont en train de parler. C'est pas juste une erreur comme ça. C'est peut-être que pour les gens d'H&M, tout d'un coup, peut-être un inconscient justement collectif qui ressurgit, c'est le retour du refoulé, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tous les cas, c'est là. Et moi, je trouvais quand même intéressant d'entendre une interview qui avait été faite d'un publicitaire qui connaissait apparemment français, qui connaissait la manière dont H&M fonctionnait, et qui disait que par exemple lors d'un shooting comme ça, sur le set, il y a à peu près 20 personnes qui sont réunies pour faire cette photo. Et donc du coup, on se dit que sur 20 personnes, il y a personne qui a pensé que peut-être cette chose-là était problématique. Donc on est quand même là, oui, c'est pour ça qu'il faut s'interroger. C'est qu'il y a un consensus qui est pour moi révélateur d'une pensée, même si elle n'est pas active, parce qu'elle va pas produire tout de suite des actes de dévalorisation de l'autre, mais elles sont là, et c'est assez puissant pour que peut-être sur les 20 personnes, il y a personne qui se dise le fait d'associer ce petit noir avec avec la question du singe, c'est problématique. Et c'est aussi problématique que nous voyons pas que c'est problématique. Oui, et ça, c'est la partie qui m'intéresse le plus. C'est comment expliquer que ce consensus plus ou moins répandu dans le monde occidental semble trouver un écho favorable chez les Africains eux-mêmes. Il y a la réaction que je viens de vous lire. Et il y a aussi un chercheur en cultures africaines, Nzomba Simanga, pour ne pas le citer, qui faisait remarquer que si les parents de cet enfant ont accepté que leur enfant serve de véhicule de la pensée putride, c'est qu'ils n'ont aucune conscience historique. Je pense effectivement, parce que moi quand j'ai vu cette publicité, ma réaction d'abord était, je me suis dit, mais il n'a pas de mère cet enfant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la mère qui a réagi. C'est la mère qui a dit que les Noirs exagéraient. Et je crois que c'est la grande difficulté que nous avons, c'est de pouvoir nous réfléchir et de réfléchir le regard qui est posé sur nous. Parce que c'est aussi l'indication pour moi d'une intériorisation en réalité de ce genre de choses. Et ce qui est, et je pense que ce qui perturbe peut-être certaines personnes, c'est qu'ils se disent, mais il y a quelques années, aucun noir n'aurait pu faire une publicité comme ça. Soit on lui aurait mis peut-être comme dans le Yabon Banania là, hein, des grosses lèvres, et puis on aurait effectivement collé un français peut-être boiteux ou même un anglais boiteux, ce genre de choses. Là, je pense que les gens se disent, pour ceux qui ils voient pas de mal hein, encore, c'est que non, voilà, la photo elle est bien faite, le petit garçon il est beau, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Donc en fait, en réalité, il y a comme une lecture en fait d'acceptation de nos êtres par cette société qui nous a niés avant. Et je crois que c'est vraiment là le problème. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, je pense que nous n'arrivons pas à correctement lire ce qui se passe chez nous en Afrique aussi, parce que nous pensons que certains moments, s'il y a des gens qui disent certaines choses, eh ben, c'est parce qu'ils nous ont acceptés. C'est typiquement, par exemple, une phrase, je prendrai un peu peut-être un autre domaine, d'Angelina Jolie qui vient et qui parle des femmes violées au Congo. Tout le monde applaudit, mais quand elle dit ça, je veux dire, personne peut-être se dit, mais ce qu'elle est en train de nous dire, en fait, c'est, oui, il faut arrêter les viols, mais surtout, il faut pas arrêter la guerre. Or, la guerre, c'est ce qui produit ce viol-là. Et pour moi, c'est une même relation à faire avec cet enfant. C'est que on se dit, ah, mais c'est beau, il est sur la photo, on va pas parler de racisme. Or, c'est bien le racisme qui produit ce genre de photo. Et c'est cette idée, justement, de fausse acceptation que l'on a en face. Mais parce que nous n'arrivons pas non plus, peut-être, à nous imaginer que l'autre en face de nous, il est aussi malade. Il est aussi malade. C'est pas parce que il est assujetti certains cœurs qu'il n'est pas malade.
le traumatisme, il n'est pas seulement chez nous, il est aussi de l'autre côté. Tout à l'heure, au début de l'entretien, vous parliez de la réaction des Haïtiens. On se rend compte en lisant la manière dont ils prennent ces propos de Trump, qu'ils réagissent de manière plutôt adéquate. Haïti, c'est quand même la première république noire dans l'histoire moderne. C'est Haïti qui a battu les troupes de Napoléon et a obtenu son indépendance en demandant aux colons de partir et d'arrêter l'esclavage. Haïti a libéré toute l'île Hispaniola de l'esclavage. Haïti a dû payer une forte somme d'argent pour dédommager les colons qui avaient perdu leur plantation suite à leur émancipation. Encore une autre monstruosité de l'histoire. Mais c'est peut-être aussi parce que Haïti a un rapport précis et particulier par rapport au fait colonial et à l'impérialisme qu'on a ce type de réaction plutôt bien adaptée par rapport à Trump, contrairement aux pays africains où, en gros, l'aliénation parmi les lettrés se porte très bien. Mais je pense effectivement que il y a cette mémoire particulière d'Haïti qui est encore active et que même si aujourd'hui le pays se trouve vraiment dans des difficultés, il n'empêche que cette mémoire-là, elle est encore active. Et il faut aussi voir que par rapport, disons que il faut aussi voir que cette mémoire, elle est aussi active quand les Haïtiens ont décidé de leur destinée en se choisissant Bertrand Aristide comme président. Mais ça pouvait pas s'entendre du côté de chez l'oncle Sam qui a tout fait pour défenestrer ce président-là. Mais je pense que c'est vraiment au nom de cette mémoire-là. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec des corrompus qui font le jeu des Occidentaux, mais en même temps, les Haïtiens, quand ils prennent la parole par rapport à cette question de Trump, savent très bien qui ils sont. Ils savent ce qu'ils ont signifié effectivement dans l'histoire. Alors que nous avons une mémoire qui est défaillante. Et même aujourd'hui, moi, je trouve... après, de nouveau, ce sont peut-être mes ressentis personnels que des personnes trouveront inadaptés, mais par rapport à la mémoire de Lumumba, je trouve que nous n'avons pas cette mémoire active. Il est cet être sur lequel d'ailleurs même encore des Congolais encore aujourd'hui disent ah mais sa lettre c'est pas lui qui l'a écrite, ah mais son discours c'est pas lui qui l'a écrite, et puis en plus de ça nous avons été entendus par les Belges, et puis nous devons et qu'en fin de compte c'est lui qui a gâché tout ce genre de choses. Donc on a encore des Congolais aujourd'hui qui disent ce genre de choses au lieu d'utiliser cette figure comme étant le ciment même de notre volonté de liberté et d'indépendance dans nos pays. Et je trouve ça extrêmement malheureux parce que on est démunis face à des attaques qui sont absolument phénoménales, et nous, en tant que Congolais, nous le savons que nous décomptons plus de 8 millions de morts dans nos pays, qui sont la résultante de ces actions d'abord racistes, de ces pensées racistes qui considèrent que nous n'avons pas à avoir les richesses que nous avons, étant donné justement que nous sommes de la merde. Et donc notre mémoire n'est pas active. Nous n'avons pas, nous parlons de Kim Pavita, nous parlons de Simon Kibang, mais en même temps, ces personnages-là ne sont pas vraiment actives dans nos mémoires, parce que si elles agissaient beaucoup plus, nous saurions faire la différence entre ceux qui sont là réellement pour nous aider, qui sont de notre côté. Bon, je dirais qu'il n'y a personne pratiquement, et ceux qui sont en train de nous raconter des salades. Donc, du coup, effectivement, par rapport à Haïti, je crois que voilà, il y a quelque chose qui a subsisté comme ça et qui est chéri aussi par les Haïtiens et qui fait que oui, ils répondent de manière adéquate. Mais nous, d'ailleurs, au lieu d'être en soutien avec eux, en fait, non, nous,
ce qu'on est en train de dire, c'est que non, l'autre, il a raison quand il dit ça. C'est pour moi étrange, très étrange. Oui, pour l'anecdote, moi je vois des compatriotes qui reprochent beaucoup à Haïti le fait qu'il y a le vaudou et que ce serait le vaudou qui entraînerait tous les problèmes qu'il y a à Haïti. Bon, mais ça c'est notre débat. Oui. Alors, je voudrais qu'on aborde un dernier aspect de la situation, c'est ce qu'on appelle souvent la posture victimaire. Il y a quelques semaines, sur une chaîne de télé française, un chroniqueur rappeur, je pense, Rost, a été pris à partie pour avoir tenté d'expliquer un geste malheureux de Patrice Evra par le contexte de racisme dans lequel il a évolué. On a crié sur lui, on a gueulé sur lui en disant « Vous voyez le racisme partout, c'est impossible avec vous ». Et Rost s'est énervé et a même dû quitter l'émission quelque temps. Et en fait, quand on lit les réactions des compatriotes qui acceptent les propos de Trump ou les agissements de H&M, il y a aussi cette rhétorique de la victimisation qui revient, selon laquelle on verrait le racisme partout quand on est noir. Comment est-ce que vous réagissez? Je pense qu'être un être responsable, c'est aussi reconnaître son agresseur. Ça, pour moi, c'est être responsable. C'est être dans l'agir et pas justement subir. Et le fait est que pour moi, il y a vraiment une dialectique de la victime et de l'agresseur dans toutes ces histoires. Parce que quand Rob il se fait agresser de telle manière, c'est parce que c'est l'agresseur qui ne veut pas que la victime parle. Et au bout d'un moment, chez nous, il y a une identification à l'agresseur. C'est l'agresseur qui mène le jeu. C'est lui qui est en train de nous dire à nous comment nous devons agir. C'est lui qui dit que ce que vous êtes en train de dire, c'est des rêves, c'est des mythifications. Ça n'a rien à voir, c'est pas de la réalité. C'est nous nier encore dans notre parole alors qu'on nous nie déjà une existence. Et je crois que, voilà, c'est être dans l'action, dans l'agir, c'est de pouvoir nommer les choses. Dire les choses, dire qui est en train d'agresser, dire qui a tué, dire qui a violé, ça c'est dans l'agir. Qui a volé? Parce que il y a une chose, moi bon, ça c'est peut-être une petite théorie que j'ai par rapport à tout ça, mais c'est que j'aime bien cette phrase de Zola qui dit que toute fortune, en tout cas, est basée sur un vol et un mensonge. Et si on pense, pense à nos rapports avec l'Occident, qui a bâti au fond ces avancées scientifiques, ces avancées même sociales, même de pensée, tout ça, sur un vol, sur plein de vols, qui ont été faits sur nos territoires en Amérique latine, en Asie, donc tout ça doit être gardé. Et le fait est que il est impossible, en tout cas il semble qu'il est impossible pour ces personnes de se regarder dans les miroirs et se dire juste, voilà, nous on a volé. Et donc au fond, soit on va développer des comportements où on doit toujours sortir le meilleur, le plus gentil, on doit dire de nous comme les meilleurs et les plus gentils, ou soit on a une attitude extrêmement agressive envers l'autre, ou les deux couplés ensemble. Et moi, quand j'observe souvent ce qui se passe par rapport aux Européens, c'est ce que je suis en train de remarquer. Et je pense que de nouveau, quand je disais tout à l'heure qu'il y a des pathologies qui sont là, et que nous ne sommes pas les seuls à être malades dans cette histoire, on est dans une relation. Et l'agresseur aussi, il est dans sa maladie. Et il passe son temps à essayer de couvrir ce mensonge, ces vols, et puis il ne peut pas entendre ça. Et donc du coup, ils réagissent par cette agression ultime. Et si nous, en tant qu'Africains de nouveau, nous ne comprenons pas ça, nous sommes effectivement encore bons pour des années et des années de souffrance et d'aliénation. Moi, j'aimerais juste dire que nous avons des enfants. Nous avons des enfants et nous avons le devoir pour ces enfants-là de comprendre ce genre de choses. Nous ne pouvons pas laisser aller nos enfants à l'école et subir ce genre de choses. Et puis, de les voir malheureux, de les voir ne pas réussir alors qu'ils sont tout aussi capables que d'autres de réussir. C'est pas possible parce que nous ne tenons pas compte de ces formes
d'agression, de ces manières qu'on a de dire à des gamins des fois dans les écoles. Moi je vous le dis parce que voilà, c'est mon métier. Hein. Donc de leur dire ah mais c'est pas vrai, tu as rêvé, c'est pas vrai que telle ou telle personne t'a traité de cette manière. Et les gens devraient se demander, quand on nie comme ça votre parole, vous trouvez que c'est normal? C'est normal de faire ce genre de choses? Ce n'est pas normal. Et quand ce n'est pas normal, nous devons dire que ce n'est pas normal. Pas pour que les autres changent. Des fois, les gens ne changent pas, et puis il faut arrêter avec cette espèce, des fois, de fable que, oui, parce qu'on ferait je sais pas quoi, les gens changent. Moi, je suis pas dans ces histoires-là. Je n'ai aucun, je veux dire, je me projette pas dans une histoire où tout d'un coup on serait dans un monde occidental qui aurait tellement amène avec nous. Non, pour moi, c'est que nous devons pouvoir dire des choses, nous devons changer. Parce que quand nous aurons une vraie parole, ils seront obligés de s'adapter. C'est pas qu'ils changeront, mais ils seront obligés de s'adapter. Et ça, c'est notre boulot à nous, pour nous et pour nos enfants. Au final, est-ce qu'on n'est pas dans un débat où il s'agit de savoir qui est habilité à dire qu'est-ce qui est raciste et qu'est-ce qui n'est pas raciste? Est-ce que c'est la personne qui subit l'acte raciste, ou bien est-ce que c'est la personne qui appartiendrait plus ou moins à la communauté? Jusqu'à présent, je crois qu'on a voulu nous faire dire ou penser que c'est la personne qui appartenait à la communauté qui utilisait ce comportement-là, qui avait le droit de dire qu'il était raciste ou pas. Et je crois que la chose importante pour moi, que la personne, comme je viens de le dire, que la personne en face le dise ou ne le dise pas, pour moi, il est important que moi, je sache et que je me dise déjà à moi-même, voilà ce qui est en train de se passer. Parce que à partir de là, je peux mettre en place les armes qui me permettront de me battre contre ça. Si je n'ai pas d'armes, si je n'ai pas de pensée par rapport à ça, si je ne sais pas dire ça, en face, ça continuera. Et donc, c'est vrai qu'il y a la question de qui fait autorité dans cette histoire. Et est-ce que nous devons attendre qu'il y ait des gens qui disent des choses? Et en plus de ça, en même temps, je suis en train de penser, c'est que l'Europe en tant que telle, elle a changé par certains aspects parce que nous avons marqué notre présence dans ce monde. Si aujourd'hui des constitutions européennes, même de manière tout à fait hypocrite peut-être, contiennent des articles sur le racisme, c'est du fait de notre présence et c'est du fait de nos combats. C'est pas, je veux dire, s'il y a eu abolition de l'esclavage, oui, il y a eu des blancs qui ont milité par rapport à ça. Mais c'est parce que aussi, nous avons dit que nous sommes hommes. Nous n'acceptons pas d'être dans les chaînes. C'est parce que nous avons commencé à le dire, changer le cours du monde par rapport à ce genre de choses. Et je crois que c'est très important de pouvoir avoir ça à l'esprit. Nous changeons les choses et c'est pour ça que nous ne sommes pas des populations de merde. Parce que nous les avons forcés. Nous les avons forcés à adopter des attitudes qui étaient certainement contraires à ce qu'ils désiraient. Et en sachant que nous avons cette force-là, eh bien, oui, en face, ils peuvent dire ce qui est raciste, pas raciste. Mais commençons nous-mêmes par pouvoir identifier clairement quand ça l'est ou quand ça l'est pas. Bénédicte Koumbi, merci. Merci beaucoup, Mawali, de m'avoir invité en tous les cas à m'exprimer. C'était un plaisir et puis j'espère à bientôt. À bientôt.